coup que tu me reçois. Ouais. Allô, tu me reçois correctement? Ouais. Ouais, moi je t'entends toujours. Ok, super. Ok. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, donc moi, c'est Jacob Gomez. Je suis formateur et développeur. Alors, je suis également organisateur dans les événements Discutons en Dev de Python Bénin. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de discuter avec Loïc, qui va nous partager un peu son expérience du vibe coding. Voilà, il va essayer de répondre à quelques questions, partager son expérience et tout. Donc, je vous prie de rester attentif, concentré. Puis à la fin, s'il y a des questions, vous allez les poser à Loïc. Alors, rapidement, voilà l'intro, hein. Maintenant, si Loïc peut se présenter pour qu'on puisse savoir qui il est de façon rapide avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Ouais, ok. Bon, bah, d'accord, je me présente. Donc, moi, c'est Loïc. Je suis belge et maintenant, je vis en Norvège depuis maintenant 2 ans. Et mon background, en fait, ça a été plutôt ce qui est en fait design et marketing. Donc, j'ai jamais appris à coder, en tout cas pas à coder de manière classique comme on peut l'entendre. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par le milieu de la tech, le milieu des SaaS, des softwares, etc. Et donc, en fait, il y a maintenant 3 ans, j'ai lancé mon tout premier. En fait, j'ai toujours en fait créé des petites Chrome extensions à gauche, à droite, mais toujours en engageant des développeurs, jamais en codant moi-même. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai créé mon premier SaaS qui est Podly, donc qui est un outil de recherche de marché, qui est un outil d'étude de marché pour les entreprises qui vendent sur Amazon. Donc en fait, ça leur permet de trouver des idées de produits, etc., grâce à une database énorme qu'on a. Donc j'ai managé plusieurs développeurs, designers, des UX designers, etc., sur le projet. Et ensuite, j'ai lancé un deuxième SaaS qui s'appelle TubeRocket, qui est toujours en cours de développement. Et là, je suis en train de travailler sur un troisième projet qui s'appelle CodeIQ, qui est en fait une plateforme qui va permettre de faire des reviews de software dans la sales tech. Donc voilà, j'ai toujours en fait tourné un peu autour du milieu de la tech. J'ai toujours aimé travailler avec des développeurs. Et en fait, depuis peut-être maintenant 1 an, peut-être un peu moins d'1 an, il y a un peu le phénomène du vibe coding qui est apparu et maintenant en fait je peux faire beaucoup plus qu'avant et on va en parler ce soir, mais ça me permet en fait de beaucoup mieux comprendre le travail des développeurs avec qui je travaille au quotidien. Mon but, c'est pas du tout de remplacer les développeurs avec qui je travaille, c'est plutôt de mieux travailler avec eux et d'avancer sur certains points des fois plus rapidement, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais a priori je pense que le tour de ma présentation est assez complet. Ok, merci Loïc pour ta présentation. Bon, déjà, tu as ouvert le bal avec le sujet vibe coding, au fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi tu comprends par vibe coder? Quelle expérience tu as fait avec le vibe coding? Est-ce que ça Ouais, t'a ouais. permis aujourd'hui de pouvoir, en fait, comme tu l'as dit, te lancer plus rapidement, de tester tes idées, de les prototyper plus Ouais. rapidement et tout? Ok, bon, je pense qu'il y a sûrement peut-être plusieurs définitions du vibe coding. Je ne sais pas lesquelles peuvent être les différentes, mais de mon point de vue, ça va être le fait de construire des projets en code, donc pas en utilisant du no-code, vraiment avec des vraies lignes de code, etc. Mais en se comment est-ce qu'on va expliquer ça? Mais en gros, en déléguant tout au Large Language Model, donc au LLM. Donc l'idée, ça va être de tout déléguer, donc limite ne même pas regarder le code, de vraiment leur faire confiance à 100% et en fait d'avoir une discussion avec eux. Donc une discussion avec ChatGPT, une discussion avec Cursor, une discussion avec Claude de Anthropic ou Gemini de Google. C'est vraiment une discussion. Et le but, ça va être de construire un projet petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Bien sûr, on ne peut pas tout faire. Les LLM ne sont pas non plus des génies, mais on peut vraiment faire beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui en fait lancent des petits projets en vibe codant simplement. Donc, c'est des gens qui, comme moi, n'ont pas le bagage comme vous tous de savoir coder, mais qui utilisent des LLM pour pouvoir en fait créer des petites apps ou des petites utilités ou de l'analyse de données. On peut faire plein de choses en fait avec le vibe coding. Donc voilà. Ok, Je sais est-ce pas que si c'est clair. Dites-le moi si c'est pas clair ma définition. Vas-y, non, Jacob. bon,
Bon, c'est une définition purement subjective, hein, donc, et tu peux me dire un peu, est-ce que ça t'a permis aujourd'hui de pouvoir tester beaucoup de choses, comme tu es entrepreneur et tout, donc parfois tu as envie de tester des idées, ou bien tu as Ouais, envie peut-être que le site, bien le design soit d'une telle manière. Est-ce que ça t'a permis de toi-même ouais. pouvoir les tester, peut-être après faire Ouais, des traitements plus tard? ouais, je vois très bien de quoi tu veux parler. C'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble. Donc, Jacob travaille avec moi tous les jours. Et donc, il y a un projet sur lequel on a travaillé sur Call IQ, où en fait, j'étais pas content. C'était vraiment une page où l'expérience utilisateur était super importante. Et la personne qui avait designé cette page, donc vraiment le l'UX designer qui avait réfléchi à la page, malheureusement n'avait pas fait un boulot qui était pour moi bon. C'était pas en fait, la page était devenue limite plus compliquée qu'avant. Elle n'était pas en fait lisible. On pouvait pas voir les données de manière cohérente. Et c'est une page en fait avec énormément de données. On pourra vous la montrer après si vous voulez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jacob l'a mise en place, donc il a codé cette page et puis il me l'a donnée et j'ai commencé à l'utiliser et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas poster ça sur le site, ça peut pas fonctionner. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai dit à Jacob et Ulrich avec qui on travaille, donnez-moi quelques jours, je vais revenir avec un prototype. Ce sera peut-être pas codé à vos standards, ce sera peut-être pas du code vraiment clean. Par contre, ça fonctionnera visuellement comme moi j'ai envie de le voir. Euh, et ben, ce qui s'est passé, c'est que on a codé cette page, on va vous la montrer après. Et maintenant, voilà, Jacob a repris cette page, il a recliné, il a remis tout au propre, il a fait en sorte qu'elle charge bien, qu'elle soit aux bonnes dimensions sur tous les navigateurs, sur le mobile, sur les tablettes, etc. Et c'est une page qu'on va publier très bientôt de notre site. Donc voilà, c'est l'idée en fait, c'est de se dire que quelqu'un qui n'est pas technique comme moi, enfin je ne peux pas me dire pas technique parce que je comprends vraiment beaucoup de choses, mais je sais pas coder, je connais pas tous les langages et donc je peux pas les coder manuellement avec la main, mais je comprends les technologies derrière. Mais quelqu'un qui comme moi ne peut pas vraiment coder, en fait peut grâce au vibe coding créer un prototype qui est super réaliste et je pense que la page qu'on a maintenant elle est en fait à 95% la même que ce que j'ai codé. C'est juste que toi, derrière, Jacob, tu es venu en fait recliner tout ça et venir la remettre au propre et faire en sorte qu'elle fonctionne bien, quoi. Ok. Ouais. Euh, Je donc, peux, comme ouais, je peux aussi tu peut-être disais, vous présenter très rapidement oui, peut-être oui, deux autres projets. Juste vous donner deux exemples de choses qui, voilà, je ne vais pas dire moins impressionné, mais où j'en suis en guillemets fier d'avoir réussi à faire ces choses-là. En fait, par exemple, pour l'anniversaire de ma femme l'an passé, elle voulait partir dans une ville, elle voulait faire un petit voyage et les billets d'avion étaient beaucoup trop chers. Et en fait, j'ai codé un outil qui est venu en fait scraper un moteur de recherche de billets d'avion et j'ai économisé, c'est peut-être pas moi, je ne sais pas si vous avez une idée de comment les euros ça fonctionne. Je crois que c'est le franc CFA chez vous, c'est ça. Mais du coup, j'ai économisé plus de 150 euros sur chaque billet grâce à un outil de vibe coding que j'ai fait. Donc en fait, j'ai créé un scrapper qui est venu, si tu veux, essayer toutes les possibilités de tous les vols possibles qu'on pouvait prendre. Et en fait, basé sur ce que moi j'avais trouvé versus le prix final qu'on a payé, j'ai économisé 150 euros par ticket. Donc c'est un petit truc, c'est pas un projet que je vais publier comme ça, mais l'air de rien, bah voilà, ça nous a permis de partir en week-end pour l'anniversaire de ma femme. Et un autre exemple, c'est on avait des bugs en fait sur mon autre projet Podly, mon tout premier SaaS. Les développeurs étaient très occupés en fait à résoudre et à des bugs très importants. Et en fait, il y avait plein de petits bugs à gauche, à droite qui traînaient. Et en fait, à chaque fois, on les reportait. Vous savez, on les reporte d'une semaine et puis 2 semaines. Et puis en fait, c'est des bugs qui restent là pendant longtemps parce qu'ils ne dérangent pas vraiment. Mais en même temps, la plateforme n'est pas clean à 100%. Donc en fait, c'est des bugs qui ne sont pas en priorité numéro un. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris Cursor. Et je suis allé résoudre tous ces bugs un par un, à chaque fois en discutant avec Claude, c'était à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement demandé à mon développeur de vérifier si le code était bon, si on pouvait merger sur la bonne branche. Et en fait, voilà, je pense que j'ai résolu plus d'une dizaine de bugs comme ça. Donc voilà, encore une fois, quelqu'un qui ne code pas comme moi peut quand même arriver à faire des petites choses grâce au vibe coding. Jacob. ouais, exactement, je me rappelle de ce projet-là, en fait. Bon, de ce que je comprends, en fait, de ton point de vue,
Euh, le vibe coding, ça permet en tout cas de tester pas mal d'idées, de mettre en place de petites solutions, mais de grandes solutions et tout. Mm. Je dis que l'apport d'un développeur est toujours important si tu veux faire évoluer le produit, bien sûr, tu veux quand même un travail de qualité. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je crois pas au vibe coding à 100% de se dire. En fait, ce qui est bien avec le vibe coding, c'est de se dire bon, on peut aller plus vite sur des choses. Et je pense que des fois, par exemple, il y a des développeurs, il y a d'autres développeurs dans l'équipe à qui tu parles pas forcément, Jacob, mais qui, qui sont un peu moins friands en fait des LLM et qui ne les utilisent presque pas. Et pour moi, c'est une erreur parce que voilà, on dit souvent ah oui, l'IA, l'intelligence artificielle va venir remplacer le développeur. Moi, j'y crois pas vraiment. Par contre, ce qui va arriver, c'est que ceux qui n'utilisent pas l'IA peuvent se faire remplacer par des développeurs qui eux utilisent l'IA. Donc, je pense qu'en fait, il faut trouver un juste milieu et de se dire, bah, en fait, utilisez l'IA au moment le plus crucial, là où vous devez aller vite, là où vous savez que c'est des petites choses où vous pouvez lui faire confiance, toujours avec un regard sur ce qui se passe derrière. Donc, faites pas du pur vibe coding, les yeux fermés, mais regardez quand même ce qui se passe dans le code pour voir que c'est du code qui reste propre et logique et que ça ne vienne pas casser tout votre projet. Mais par contre, ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite, quoi. C'est la vitesse à laquelle on peut aller. Je ne sais pas si toi, Jacob, tu en utilises beaucoup, beaucoup. Tu m'as dit que tu essayais de modérer pour quand même garder tes compétences, mais je suppose que quand tu l'utilises, tu peux voir la vitesse à laquelle ça t'amène, quoi. Ouais, effectivement, au début, surtout avec TubeRocket, au fait, j'en abusais parce que je n'étais pas vraiment familier avec React. Donc, il y avait beaucoup de challenges, surtout sur le projet TubeRocket, il y avait des corrections à faire un peu plus rapidement. Donc, utiliser au fait Cursor, ça m'a permis quand même déjà, ça m'a permis de comprendre React. Ça m'a permis Mm, de comprendre, au fait, la structure du code et ça m'a permis également de connaître certains concepts que je ne connaissais pas. mm. Donc, du coup, en termes de gains, j'ai estimé que pendant ces 6 derniers mois, pendant la période durant laquelle j'ai travaillé sur TubeRocket, j'ai travaillé sur beaucoup de fonctionnalités. J'étais fier de moi parce que, en temps normal, ces fonctionnalités-là, c'est en un an qu'on les développe, au fait. En Ouais, un an, ouais. voire 9 mois qu'on les développe. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup très vite et tout. Donc, moi, je l'utilise, mais j'essaie quand même un temps soit peu de réfléchir parce que pour quelque chose que je ne sais pas faire, par exemple, souvent quand on discute et tout, j'essaie de te poser des questions pour savoir, mais comment ceci, ça me permet de réfléchir, de mettre à le pot, au fait, mes compétences. Et Mm. après, si j'ai la solution, je peux la web coder et tout. Après, essayer de la mettre au propre. Donc, c'est souvent la méthode que j'utilise, au fait. Mais pour Ouais, déjà des tâches que je sais faire un bouton, faire ceci, je suis déjà à l'aise avec le CSS. C'est des choses que je n'hésite pas à aller très vite parce que voilà, il faut aussi gagner en temps. Donc, on ne va pas quand même passer une demi-journée, bien toute une journée, à faire quand même un petit bouton, un truc comme ça. Donc, j'essaie quand ouais. même d'aller un peu plus vite avec ça. Mm. Ok, ok. Je vois qu'il y a déjà deux questions. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou plus tard, ou si on les garde pour la Euh, fin. bon, c'est Si vrai vous qu'on avez des veut, questions, vous pouvez les poser dans le chat et à la limite, on fera un tour tout à l'heure pour y répondre peut-être. bon, c'est vrai que les questions, c'est à la fin, mais comme on veut commencer un nouveau palier de questions, donc, on peut rapidement répondre à ces questions-là Hmm. avant de continuer. Ouais, Francis Dick, tu me demandes si tu peux échanger avec moi sur LinkedIn, tu peux me tutoyer. Oui, tu peux m'ajouter sur LinkedIn. Enfin, si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, faites-le, pas de problème. Je veux bien discuter avec vous, zéro problème. Et Horace, tu me demandes si on peut coder tout un projet. Bah, j'ai envie de te dire oui et non, ça va dépendre de la taille du projet. Est-ce que si tu veux coder par exemple un petit SaaS avec une fonctionnalité, j'aurais envie de te dire que oui, tu pourrais le faire. Après, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Tu vois, par exemple, sur la partie paiement, sur la partie données des utilisateurs, est-ce que si par exemple tu vas garder de la donnée dans une base de données, des choses comme ça, c'est important que en gros, tu comprennes en fait un minimum ce que tu fais et que tu fasses pas tout les yeux fermés. Parce que voilà, si vous baladez par exemple sur Twitter ou même sur LinkedIn, j'ai vu quelques trucs passer ou sur Reddit, il y a des gens qui viennent vibe coder des trucs et qui ne comprennent pas ce qu'ils utilisent et après ils se retrouvent avec des factures énormes. Par exemple, sur Vercel, c'est typiquement le genre d'endroit où on peut se retrouver à avoir des très grosses factures. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que oui et non, tu peux le faire, pas des trop gros trucs.
à un moment donné, si ton projet grossit et que tu commences à gagner de l'argent avec, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des vrais développeurs dans ton équipe. Ça va te permettre de dormir sur tes deux oreilles et d'être certain qu'en gros, il y aura pas t'auras pas de cata et tu vas pas rencontrer des très gros problèmes qui pourraient mettre à mal ton projet, quoi. Ouais, en y repensant, en fait, j'ai toujours été impressionné par ça. Pour tous les projets qu'on a eu à faire, on a toujours pris le temps de discuter de technologie. Je pense pour le projet Code IQ, en fait, on devait aller sur Remis, puis après, je pense qu'on devait aller sur React Router 7, puis après, on a finalement choisi, au fait, Nest. Donc, je vois Mm. quand même qu'il y a une certaine volonté derrière, même s'il y a l'IA, tout ça, une certaine volonté derrière de faire les choses correctement Ouais. pour que voilà qu'on ne puisse pas vraiment à la longue au fait se retrouver avec pas mal de factures, mais des frais supplémentaires au fait. Ouais, ouais. Euh, bon, Horace, on va te revenir plus tard. Tu peux laisser ta question dans le chat, on va te revenir plus tard. Merci. Ok, Euh, Jacob. Je sais pas ce que tu voulais aborder ensuite. Puisqu'on parlait de développeurs, on parlait de développeurs, on parlait de vibe coding et tout, selon toi, en fait, quel est le rôle d'un développeur dans un environnement fortement assisté IA? Par exemple, chez nous, c'est vrai, au début, tu as parlé de ça. Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont les compétences que tu attends maintenant d'un développeur avec tout ce qui est IA aujourd'hui et tout? Bon, c'est Ah, deux questions, hein. C'est deux ouais, questions. Bon, ouais. la première question, c'est que quel est le rôle d'un développeur dans un environnement de travail fortement assisté IA aujourd'hui, selon toi? Ouais, je suis pas sûr de saisir la question à 100%. Qu'est-ce que tu entends par le rôle du développeur dans l'environnement assisté? Pour moi, c'est le même rôle en gros. C'est juste que j'ai des attentes un peu différentes, que mes attentes ont évolué, plutôt que mes attentes ont évolué avec l'IA en fait. C'est plutôt ça que je prends, ce à quoi je pourrais Ok, répondre. Ça te paraît ok. logique? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends Ouais, parfaitement, oui. ouais. Ouais. Bah, en fait, ouais, pour moi, les attentes ont un peu évolué, mais ça n'a pas complètement changé. C'est juste qu'en gros, en fait, moi, ce que j'attends d'un développeur, qui est hyper important pour moi, et donc là, je vous parle de mon point de vue de quelqu'un qui engage des développeurs, qui, entre guillemets, voilà, on paie des salaires, on fait en sorte de travailler avec eux. Qu'est-ce qui est vraiment important, surtout dans un monde assisté avec l'IA, c'est que, en fait, il faut être capable de soulever, en fait, comment c'est qu'on dit, ça va être de venir utiliser l'IA pour pouvoir aller plus vite parce que la personne en face de vous, en fait, elle va toujours avoir des attentes qui sont soit la vitesse, soit la qualité, soit le prix. C'est toujours un peu ces trois composantes-là. Donc voilà, si vous vous engagé normalement, le prix, ben, c'est que c'est bon, c'est que voilà, il est prêt à vous payer votre salaire. Donc en fait, il y a deux choses. Il reste la qualité et il reste la vitesse. Si vous êtes dans un environnement purement startup, on va dire que la qualité, c'est pas si important. Ça va surtout être la vitesse. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, en tant que startup, d'aller plus vite sur le marché et de gagner des parts de marché, c'est d'aller plus vite que vos concurrents. Donc, si vos développeurs ne vont pas assez vite, à un moment donné, il peut avoir un problème. Donc, ça veut dire, peut-être que cette personne-là, il va falloir la remplacer, il va falloir la booster, il va falloir trouver une solution. Donc, ouais, voilà, dans un environnement boosté à l'IA, la vitesse prime encore plus parce qu'il faut savoir que des entreprises qui sont en face de vous, qui sont vos concurrents techniquement, ben, eux aussi ont des développeurs qui sont boostés à l'IA, donc ils vont aussi encore plus vite qu'avant. Donc voilà. Après, forcément, c'est toujours, il faut imaginer que c'est que ça va de 0 à 100, que ici c'est 0, ici c'est 100. Il faut trouver un juste milieu. Par exemple, dans un environnement startup, il faut faire 90% de vitesse, 10% de qualité. Si vous travaillez pour une entreprise qui est, je ne sais pas moi, dans la sécurité, ça va être beaucoup plus important d'être sur le côté qualité, d'être sûr que Qualité votre que, code, ouais, que votre code est sûr, qu'il ne va pas avoir de bugs qui peuvent mettre en danger, je ne sais pas moi, les données des clients ou des choses en rapport avec les paiements, etc. Donc à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus porté sur le côté qualité, mais l'IA, encore une fois, peut vous assister. C'est juste qu'il faudra l'utiliser différemment, quoi. Donc, ouais, si je peux juste rebondir sur le point, comment utiliser l'IA de manière. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que encore une fois, il ne faut pas forcément utiliser l'IA pour coder pour vous, mais il faut le voir comme un assistant. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, lui fournir. Donc, moi comment est-ce que j'ai trouvé des bugs dans mes codes bases? Donc, il y a des outils, je ne me rappelle plus du nom exact, je pourrais les retrouver après, mais qui vous permettent en fait de vous mettre un lien GitHub, vous l'installez dans votre projet et vous en gros, lui donner tous les dossiers auxquels vous voulez avoir un accès. Et en fait, ça va créer un fichier Markdown qui va être énorme, hein, mais avec en fait tout votre code.
Et vous pouvez donner ça à un LLM avec, une fenêtre de contexte. Donc, la fenêtre de contexte, c'est le nombre de caractères qu'un LLM peut analyser. Vous pouvez donner ça, par exemple, à Gemini de Google, qui, lui, peut analyser entre 1 et 2 millions de tokens. Donc, ça veut dire c'est des milliers et des milliers et des milliers de mots. Ça se trouve, c'est 1 million de mots, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez vraiment aller très loin en termes d'analyse en se disant, bah voilà, s'il y a un problème dans ma base de données, il y a un bug, on n'arrive pas à comprendre d'où il vient, ben, plutôt que de chercher des fois 2-3 heures à essayer de tout répliquer, ça vaut peut-être la peine de prendre 10 minutes, d'extraire en fait le code, de le donner au LLM et en fait, de vous donner des pistes. Et vous allez gagner énormément de temps comme ça. Donc voilà, encore une fois, les LLM, c'est des assistants. Il ne faut pas juste se dire, ah, coder pour moi, ça peut être de l'analyse de code, ça peut être de la planification. En gros, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai envie de créer une nouvelle fonctionnalité basée sur les librairies qu'on a déjà dans le projet, basées sur, je ne sais pas moi, les microservices qui existent déjà dans le projet ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser ou selon toi, quelle serait la meilleure manière de planifier la création de cette nouvelle fonctionnalité? Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme des assistants en fait. Ok, je vois. Mais selon toi, en fait, comment penses-tu qu'un un développeur doit, en fait, doit, en fait, comment dire, l'expression m'échappe, doit pouvoir intégrer l'IA dans son mode de travail? Comment tu penses que, parce qu'il y a toujours de la réticence à l'utilisation de l'IA, on se dit, bon, après, quand même, on va pas rester dans la boîte tout le temps, on va peut-être vouloir peut-être aller dans une autre boîte, il faut passer les entretiens, donc à force de l'utiliser, ça Hmm. va peut-être jouer sur nous. Donc, comment Je, tu je- penses que, je pense que ça va évoluer. Pour moi, ça va évoluer parce que de ce que j'entends là, c'est de se dire, ah, en fait, si je code plus autant qu'avant, je vais peut-être perdre mes capacités à créer du code, à écrire du code. Et peut-être que quand je vais passer le prochain entretien, je vais peut-être pas réussir parce qu'en fait, j'aurai peut-être pas les mêmes compétences qu'un autre développeur. Sauf qu'en fait, je pense que ça va évoluer où, en fait, c'est un peu de se dire, pour moi, l'IA aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une calculatrice il y a 100 ans, j'en sais rien, je sais même pas quand a été inventée la calculatrice, mais disons, il y a 80 ans d'ici peut-être. Et c'est de se dire, euh, quand tu faisais des maths et que tu n'avais pas de calculatrice, bah, à ce moment-là, bah, tu faisais des maths, bah, tu avais d'autres manières de compter, tu avais d'autres manières d'additionner, de faire des multiplications, etc. Et maintenant, ça ne viendrait pas à l'idée de demander à un mathématicien de faire des choses sans calculatrice parce que en fait, il externalise une partie de. En fait, il a toujours les concepts en tête et peut-être même mieux parce qu'il va encore plus vite. Donc pour moi, en fait, il faut voir ça comme une calculatrice et de se dire que, en fait, il vaut mieux pour moi, il y a des limites à fond et de vraiment utiliser les outils IA. Donc, je vous conseille vraiment Cursor. Pour moi, c'est le Graal. Et pour moi, il n'y a pas mieux d'utiliser Cursor. Et en fait, voilà, tu vois, tu me faisais une remarque, Jacob, en me disant, ah, bah voilà, au début sur React, on avait le projet, c'était pas le truc où j'étais le plus confortable. Mais tu vois que tu as appris peut-être beaucoup plus vite sur React grâce à l'IA, tu vois. Et t'as pu délivrer le projet alors qu'au final, c'était pas ton langage de prédilection au début. Donc, pour moi, tu vois, alors que tu m'aurais dit, bah non, en fait, je vais pas utiliser d'IA, je suis pas capable de le faire, et parce que j'ai pas envie d'utiliser d'IA, ça va me prendre trop de temps. Bah, on aurait peut-être trouvé une solution, tu n'aurais peut-être pas travaillé sur cette partie-là du projet, tu vois. exactement, oui. Donc pour moi, il faut y aller à fond. Ouais. Après, bien sûr, il y a des entreprises qui sont des grosses entreprises, il y a des entreprises qui sont plus réticentes. Et il faut pas se voiler la face. Ça va pas. Moi, je vous parle du point de vue un peu start-up. Je vous parle du point de vue des boîtes, des petites à moyennes entreprises. Je vous parle pas d'une entreprise de 10 000 personnes. Pour eux, ils ont des processus en place. Ça prend beaucoup plus de temps à mettre l'IA en place. Mais même chez eux, ça commence. Donc voilà. OK. Bon, disons que, supposons que Podly, ça boom et puis ça devient un gros truc et que peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, ça explose et tout, tu as des centaines de développeurs. Est-ce que tu penses que tu vas toujours continuer à penser ainsi ou bien il y aura de la restriction dans la manière, je sais pas un peu, je sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'à la longue, au fait, en termes Ah, dans le workflow de développement, il y aura peut-être des limitations ou bien, voilà, c'est open, quoi, bah, comme tu l'as dit. En fait, il y a un peu des limitations à plusieurs endroits. Une des premières limitations, ça va être au niveau de la taille de la code base. Donc, forcément, les LLM, ils ont une fenêtre de contexte qui est limitée. Donc, quand vous vous retrouvez à essayer d'analyser une code base qui est énorme et qui a
des centaines et des centaines de fichiers, et surtout si c'est des très longs fichiers, vous allez vous rendre compte que la capacité du LLM à comprendre votre projet est plus si bonne que qu'au début. Donc voilà, ça c'est une des premières limites pour moi, c'est de se dire voilà, si vous arrivez dans une grosse boîte et qu'il y a vraiment une code base qui est gigantesque, les LLM, l'intelligence artificielle va peut-être pas vous être si utile que ça, si sur peut-être des très petites choses. Euh, donc il y a ça. Et le deuxième point pour moi, c'est plus niveau sécurité, c'est que quand une boîte grandit vraiment, mais généralement, on parle de ça quand on est à 500 plus employés minimum. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous allez en fait avoir des processus de sécurité qui sont mis en place dans la boîte pour être sûr que les données ne partent pas, on ne sait pas où. Surtout quand c'est des données propriétaires du code qui a été écrit, qui a sûrement une grosse valeur. C'est sûr qu'on ne peut pas, entre guillemets, envoyer ça vers n'importe quel, voilà, comment est-ce qu'on dit, provider, j'ai oublié le mot en français. Vers Fournisseur. n'importe Ouais, fournisseur d'intelligence artificielle. Donc, il y en a, par exemple, je lisais un truc ce matin où une boîte, ils ont mis des mois à accepter d'utiliser Claude Code, donc qui est la version qui est un peu comme Cursor, donc qui est c'est même pas un IDE en fait. Ça va vous permettre de coder. En fait, c'est un agent qui vient s'intégrer dans votre terminal et directement, vous pouvez discuter avec Claude Code, donc c'est Claude Anthropic derrière ça, et vous allez pouvoir discuter directement dans le terminal pour construire un projet. Et donc, en fait, vu qu'il est dans le terminal, il a plus ou moins accès à tout et il peut créer des fichiers, supprimer des fichiers, faire des appels, vers des services externes, etc. Et c'était vraiment une grosse boîte. C'était une boîte de plus de 10 000 employés. Ils ont réussi à le faire accepter par la team IT, donc qui n'était pas très friande de ça au départ. Et en fait, ils ont réussi parce que ça passe par AWS et qu'en fait, Claude ont un partenariat avec AWS où vous pouvez, en fait, plutôt que d'acheter l'API directement à Claude, vous achetez en fait l'API, le modèle Claude, mais directement via AWS. Donc, en fait, ils ont pu garder toute leur infrastructure à l'intérieur d'AWS, ce qui a permis en fait de faciliter les choses grandement niveau mesure de sécurité dans la boîte. Ok, ok, je vois. Du coup, dernière question de cette section avant qu'on ne passe peut-être, parce qu'il y a une question qui est là. Du coup, aujourd'hui, si tu devais recruter un développeur qui va travailler avec toi, qu'est-ce que tu attendrais de lui, au fait? C'est vrai que tu as parlé un peu de ça, mais de façon plus pointue, qu'est-ce que tu attendrais Ouais. de lui? Ouais, du coup, voilà, encore une fois, de mon point de vue startup, de mon point de vue petite entreprise, petit projet où ça doit aller vite, pour moi, c'est vraiment deux choses. C'est la vitesse d'exécution. C'est super important que la personne soit rapide. Si la personne prend beaucoup trop de temps pour faire les choses, c'est problématique. Et le point 2, c'est l'initiative, c'est d'être capable, en fait, de venir trouver des solutions aux problèmes qui vous sont présentés. Ça, c'est pas forcément un client, hein. Vous pouvez, c'est quelque chose qui est pas, qui peut être dans votre nature ou que vous pouvez entraîner. Mais en fait, si la personne n'est pas capable s'il y a un problème qu'elle rencontre et qu'elle n'est pas capable de trouver la solution, ou qu'elle vous demande à chaque fois, ah oui, comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça, en fait, il faut être capable d'être super autonome et de montrer de l'initiative. Voilà. Pour moi, c'est deux choses qui sont hyper importantes. Comme je code pas, je juge pas forcément la qualité du code. Donc ça, pour moi, c'est difficile de juger. Je ne vais pas voir dans mes codes base. Bon, je passe un peu de temps parfois et on regarde avec les personnes qui gèrent ça. On regarde quand même que le code est clean, mais voilà, moi, je ne viens pas espionner en disant, ah, ben, en fait, à cette ligne-là, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Peu importe ça. Pour moi, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'en fait, on est capable de produire quelque chose. Et en point 3, pour moi, c'est surtout pour les fronts, c'est la partie visuelle. C'est important d'être très à cheval et d'être capable de produire des choses qui sont visuellement en cohérence avec ce que la partie design a pu produire. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois points-là que je regarde. Après, c'est très personnel. Ce que je vous dis là, c'est peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre, mais je pense que niveau vitesse et niveau initiative, c'est probablement chez beaucoup d'autres recruteurs. Oui, En tout effectivement, cas, ouais. effectivement, je n'ai, bon, je dirais pas que j'en ai eu des frais. Bon, j'ai connu des frais, bon, l'expression m'échappe. C'est vrai que Ouais. côté design, on a Ouais, beaucoup fait trucs je, là au début, mais ça je m'a suis permis de pointu, beaucoup, ouais.
Ouais, ça Ouais. m'a permis de beaucoup progresser et de vraiment avoir le sens du détail parce que nous, en tout cas, au Bénin ici, c'est Mm. vraiment pas vraiment, enfin, on n'est pas vraiment regardant par rapport à ça. Ça m'a quand Ouais. même permis de vraiment faire attention, même avant de pousser un truc. Du moins, j'essaie de m'assurer quand même que c'est Ouais. légèrement bon. Ce n'est plus comme avant, on le mettait en ligne Ouais. comme ça. Ouais. Encore une fois, voilà, je sais pas si c'est ça qui va faire que je vais recruter ou pas quelqu'un, mais c'est ça qui va faire que je vais continuer de travailler avec lui ou pas. Donc, de Ouais, toute manière, pour moi, la meilleure manière de travailler avec un développeur, c'est que enfin, on peut lui faire un projet test, mais ça représente, c'est difficile de juger sur un projet test. La réalité, c'est qu'il faut travailler avec quelqu'un au minimum pendant deux semaines à un mois pour vraiment se rendre compte de quoi cette personne est capable. Donc, voilà, je pense que n'importe qui est un peu sérieux va toujours et qui aime bien votre travail. Donc, si vous avez passé, vous êtes arrivé un peu aux dernières étapes, vous allez vous rendre compte que cette personne va essayer de vous tester sur une période un peu plus longue. Et ce qui est logique, parce que c'est difficile en fait. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est pas uniquement la qualité du code, c'est aussi le feeling, parler avec les gens, etc. Quoi. Il y a un autre point qui pour moi est important, c'est le testing. C'est-à-dire que j'ai pas avec toi, hein, Jacob, mais avec d'autres développeurs qui travaillent sur Podly, j'ai dû me battre au début en fait pour qu'ils testent les choses qu'ils ship. C'est-à-dire qu'en gros, après c'était au tout début de mes projets, etc. C'était un peu différent, mais il y avait vraiment en fait ce truc-là où un développeur des fois il a peut-être un peu trop confiance en ce qu'il est capable de faire. Il va faire du code. Et une fois en prod, bah, on se rend compte que bah, il y a un petit bug qu'il n'avait pas vu ou un petit bug à gauche, à droite. Donc, en fait, on perd énormément de temps à faire des allers-retours, alors que s'il avait pris 10 minutes à vraiment tout tester à fond, s'il avait pris ce temps-là pour vraiment tout tester à fond, bah, il n'y aurait pas eu ce problème de faire des allers-retours et de perdre du temps entre moi et lui, quoi, par exemple. Donc voilà. ok. Donc, il y a une question. Il y a, je pense, c'est qui a posé la question? Il y a Jean Baron. Jean Baron demande, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Jean Baron, développeur, en parallèle étudiant en système informatique et logiciel. OK. Mm. Ma question est de savoir, que pensez-vous des étudiants qui utilisent tout le temps l'IA lorsqu'ils veulent écrire eux-mêmes, lorsqu'ils veulent Ouais. écrire même une ligne de code? Ouais, bah, je pense que c'est pas bon. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui commence, qui est étudiant justement en informatique. Euh, du coup, je me pose beaucoup cette question-là en me disant, euh, si cette personne-là, c'est pour ça que je lui conseille pas d'utiliser Cursor, je lui conseille d'apprendre. Pour moi, il faut être capable de faire les bases sans. Encore une fois, euh, plus vous aurez des bases solides, plus vous êtes capable de coder sans IA, plus vous serez meilleur avec l'IA, à mon avis. Donc, voilà, encore une fois, on parle du vibe coding. Ben, si quelqu'un, entre guillemets, ne fait que du vibe coding, ben, le jour où il aura un problème vraiment technique et que, je ne sais pas, le modèle n'est pas disponible, qu'est-ce qu'il va faire pour résoudre le bug s'il n'est pas capable d'aller dedans et d'aller voir qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, ouais, voilà, moi, je suis capable de faire des choses. Après, est-ce que je vais venir les mettre en production directement sur un projet important? Ben, oui et non. Si c'est un petit projet, ben, je peux dire le faire. J'ai fait des petits sites pour moi. Mais si on est sur quelque chose de vraiment sérieux, j'ai besoin que quelqu'un qui sache coder vienne vérifier derrière moi. Donc voilà, si toi, tu as des amis ou des camarades qui écrivent tout avec l'IA, bah, je pense que c'est pas bon pour eux, quoi. Oui, effectivement, parce que quand on prend par exemple le code qui a été généré le code que tu avais généré, je me rappelle, il y avait des éléments qui étaient dépréciés, il y avait quand même des méthodes qui n'étaient pas utilisées. Donc là, il faut être développeur pour pouvoir comprendre ça Ouais, et aussi des éléments d'amélioration que tu avais demandé au fait. Ce n'est pas forcément faire un prompt, c'est des choses au fait, il faut déjà avoir la capacité de le faire. ouais, Peut-être l'IA peut t'aider dans le processus au fait de développement, mais déjà, il faut prendre conscience du fait que je veux faire telle chose. Ce n'est pas de j'écris un prompt pour me faire telle chose au fait. Donc, c'est surtout pour quelqu'un qui débute, c'est important d'asseoir les bases. Et quand tu as les bases, maintenant, un outil peut te permettre d'aller un peu plus vite. ouais, Donc, moi, c'est ce que je pense. exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne passe à la section suivante? Je ne sais pas si Jean Baron, tu es satisfait du résultat. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne passe à la section suivante? OK, il n'y en a pas.
On va parler un peu entrepreneuriat, start-up et tout. Donc, tu gères en fait une start-up, Loïc. Dis-moi, est-ce que, comme tu l'as dit dans les start-up, ce qui est important, c'est le résultat, en fait. Donc, nous, par exemple, ici, dans un contexte béninois, les gens ont du mal à se lancer, à lancer des produits, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux les conseiller? Est-ce que tu vas les conseiller de faire comme toi, vibe coder un peu, tester les idées, avoir un prototype, lancer, ou peut-être vibe coder, avoir un développeur à côté, ou faire les deux, Hmm. histoire de pouvoir lancer le produit le plus rapidement possible, le Ouais. tester. Voilà. Ça va dépendre de deux choses. Si vous êtes développeur et que vous lancez votre premier projet, je pense que oui, vous pouvez le vibe coder au début, surtout pour gagner en vitesse et aller plus vite. De toute manière, vous aurez la capacité pour venir corriger des bugs plus tard. Par contre, si vous êtes comme moi, moi j'ai dû en fait m'associer avec quelqu'un qui a pu payer des développeurs pendant plusieurs mois. Donc, en vérité, je n'avais pas cette chance de pouvoir vibe coder quelque chose. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, s'il y avait eu cette chose-là, le projet sur lequel je me suis lancé, Podi, c'était en fait la base de données est beaucoup trop grosse. Il y a beaucoup trop de récupération de données à gauche, à droite. Il y a des API vraiment compliqués à avoir. Par exemple, on a un API d'Amazon qui nous permet en fait de récupérer des millions de produits par jour, etc. Tout ça, en fait, j'aurais pas pu le faire en vibe codant, ou en tout cas, ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps. Par contre, sur des petits produits, oui, c'est sûr que certains que j'aurais pu me lancer. Donc, voilà, si vous n'êtes pas codeur, ou en tout cas vous n'êtes pas développeur, mais que vous avez quand même un peu la fibre technique, je vous conseillerais d'essayer de vibe coder quelque chose carrément. Euh, je vous conseillerais de faire un produit avec une feature. Ne commencez pas à faire des plateformes avec plusieurs features, etc. C'est une feature. Regardez, je vous conseille de ne pas regarder le marché local en réalité. Il faut d'essayer de regarder le marché américain. C'est le marché le plus abouti dans tous les sens. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir. Moi, je le vois sur mes SaaS, ceux qui paient de l'argent sans regarder, qui ne posent aucune question, c'est les Américains. C'est même pas. Parce que par exemple, vous pourriez dire, ah ouais, mais peut-être que je vais essayer de vendre en Europe et tout. C'est vrai que le panier moyen peut être un peu plus haut. Je vous conseillerais de même pas regarder en Europe, le marché est trop fragmenté. Si vous parlez anglais, visez directement le marché américain, essayez de faire un outil avec une feature qui correspond à un besoin très spécifique. Et en fait, il y a tellement de gens aux USA, il y a tellement de gens aux USA et le marché est tellement gros et il y a tellement d'argent que même un truc très spécifique avec une feature peut exploser. Et alors, à ce moment-là, une fois que ça devient un peu plus sérieux, oui, je vous conseillerais d'engager des développeurs pour être certain que vous n'allez pas en fait avoir des problèmes. Vous n'allez pas en fait avoir des problèmes. Voilà, par exemple, imaginons que quelqu'un viendrait attaquer votre base de données. Vous avez, par exemple, comment est-ce qu'on dit, des injections SQL, quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas, intégrer quelque chose dans votre base de données ou viendrait supprimer de la data ou quelque chose comme ça. Voilà, à un moment donné, il faut quand même être sérieux. Et je pense qu'en vibe codant, c'est difficile de voir ces choses-là, surtout si vous n'avez pas la connaissance technique derrière. Moi, c'est des choses que j'ai appris en travaillant avec des développeurs au quotidien. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je me suis lancé, je connaissais rien de tout ça. Donc, j'aurais pu faire ces erreurs-là. Donc, voilà. Ok, super. Euh, Il y a bon, Aimé. il y a Aimé Sabo qui pose une question. Comment on Ouais, peut viser un marché extérieur quand on est externe à ce marché? ouais. Je sais pas si Aimé, tu peux préciser un peu plus loin, si tu peux allumer ton micro et Ouais, préciser un peu plus ta voilà, question. tu peux prendre la parole, lui, Aimé. Hello. Oui, Salut Aimé. Euh, bon, globalement, ce que j'essaie de savoir, c'est, par exemple, nous, on est au Bénin ici. C'est vrai que il y a quand même, grâce à Internet, le marché est assez globalisé et tout. Mais comment, en fait, par exemple, depuis le Bénin, je travaille sur un SaaS. Comment faire en sorte que ce SaaS trouve sa niche aux États-Unis, par exemple? Ouais. En fait, là, on sort un peu du sujet classique d'aujourd'hui, mais un- si vous voulez, un de mes meilleurs amis, en fait, on a une chaîne YouTube et en fait, on aide les gens à ouvrir des entreprises à l'étranger. Et c'est un truc qui est super utile pour nous, c'est que les Américains, ils aiment bien acheter à des Américains. En tout cas, ils aiment bien acheter à des boîtes américaines.
Et c'est pas très compliqué d'ouvrir une boîte aux États-Unis. C'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on ne le pense. Ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, que de le faire en France. Ça coûte aux alentours de, je pense, voilà, 200 €, quelque chose comme ça. Je ne sais pas en francs CFA combien ça fait, mais voilà, c'est plus ou moins 200 €. Et à ce moment-là, l'idée, ça va être de trouver vos clients, quoi. Mais au début, si vous avez une solution SaaS, moi, j'essaierais même de la vendre. Juste en fait, au début, de gauger, d'arriver à juger si des gens sont prêts à payer, même avant d'avoir un processeur de paiement, même avant d'avoir tout ça. Juste voir si les gens sont prêts à payer. Donc, vous pouvez entre guillemets, coder un faux lien de paiement, j'en sais rien. Si quelqu'un clique sur un bouton de paiement et vous faites une fausse, et vous faites, je sais pas moi, un email plus une fausse carte de crédit, bon, c'est peut-être un peu risqué de faire une fausse carte de crédit, mais en gros, vous lui mettez son email. Si pas personne met son email et qu'en fait, vous lui dites qu'il faut prendre un appel pour payer et que vous voyez que vous commencez à recevoir des appels, ça veut dire que votre idée commence à être validée. Et à ce moment-là, vous pourrez, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Stripe Atlas. C'est un peu plus cher, Stripe Atlas, mais ça vous permet en fait d'ouvrir une LLC aux États-Unis très rapidement et d'avoir un compte Stripe qui va vous permettre en fait de commencer à charger vos clients. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les MOR. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. MOR, ça veut dire Merchant of Record. Merchant of Record. Et en fait, vous pouvez être basé partout dans le monde et c'est eux qui vont récolter le paiement pour vous. Donc, en fait, ils ont des entreprises locales dans tous les pays. Et ils vous permettent en fait de récolter des paiements et c'est eux qui en fait se chargent des taxes, etc. derrière. Et vous, en fait, ils vous payent juste, voilà, ils prennent leur commission. Donc, si vous vendez quelque chose 100 $, ils prennent une commission de 5-6% et vous recevez 95 $ à la fin, quoi. Et des merchant records, il y en a deux qui, pour moi, me semblent intéressants. Il y en a un qui s'appelle Paddle. Donc, je mets tout dans le chat. Là. Et il y en a un autre qui s'appelle Lemon Squeezy. Lemon Squeezy. Des fois, le problème du Bénin, comme avec plusieurs pays d'Afrique, c'est que parfois, ces plateformes-là ne vous acceptent pas. Ça, c'est un peu le jeu de la malchance. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous pouvez créer une LLC aux États-Unis et puis, en fait, vous inscrire à ça. Donc là, tout le monde peut créer une LLC aux États-Unis. Vous pouvez habiter n'importe où dans le monde. Tout le monde peut le faire. Il faut bien sûr un petit peu d'argent pour l'ouvrir. Mais après, vous pouvez vous inscrire à Paddle. Vous pouvez vous inscrire, oui, la fameuse malchance, ouais. Vous pouvez vous inscrire à Lemon Squeezy. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien en fait venir ouvrir, commencer à charger des clients. Ouais. Ouais, effectivement, en fait. Bon, comme l'a dit Loïc, c'était pas vraiment le cadre, en fait, dont on va essayer Ouais. de rester dans le contexte pour ne pas, peut-être on fera un autre mythe par rapport à ce Ouais. sujet et tout. Donc, ici, on va parler d'IA, on va parler de comment les développeurs l'IA peuvent cohabiter, comment on peut tuer l'IA pour aller beaucoup plus vite en entreprise et comment l'IA peut nous permettre de lancer plus rapidement nos produits et tout. Donc, c'est un peu le contexte, au fait, Ouais. coding et tout. Juste pour répondre à Aimé, ouais, voilà, pour te lancer, encore une fois, te lancer international, ouais, c'est pas forcément simple, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est là qu'on peut gagner plus d'argent plus facilement. C'est vraiment, à moins que vous voulez créer une solution locale. Et le problème de la solution locale, c'est vous commencez à faire des plateformes qui font un peu beaucoup de choses. En France, il y a beaucoup des plateformes qui commencent à faire, je sais plus, il y en a une qui s'appelle Doctolib, qui est devenue une très très grosse startup, qui est devenue une très grosse boîte maintenant. Maintenant, le problème de Doctolib, c'est que c'est cantonné à la France et ils vont jamais aller plus loin. Donc, le marché est fort réduit, c'est des marchés très locaux. Donc, alors que les Américains, vous pouvez en fait avoir un truc très très pointu et il y a toujours quelqu'un qui aura votre problème et qui sera prêt à payer des très grosses sommes pour résoudre ce problème. Donc, voilà. J'espère que c'est clair, Aimé. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer des questions sur LinkedIn. OK. Donc, ça, c'est vraiment un sujet spécifique parce que moi-même, il y a des questions, des trucs qui viennent parce que déjà, on dit que l'Afrique, c'est vraiment vierge, il y a beaucoup de choses à bâtir et tout. Mais curieusement, c'est qu'il faut aller chercher le marché ailleurs.
Alors qu'il y a peut-être Ah, d'autres qui pensent que, voilà, vu que l'Afrique n'est pas vraiment développée, il faut quand même se concentrer, centraliser les solutions pour faire développer l'Afrique. Oui. Bon, ça, c'est notre ouais. débat. Je ne sais pas si tu as une réponse là, tout de suite. Ouais, c'est un complètement débat. Bah, c'est pareil partout. En fait, si on regarde les plus grosses boîtes, c'est que des boîtes américaines. Donc voilà, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple là-bas parce que les gens se posent beaucoup moins de questions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des beaux trucs à faire. Donc moi, un peu de contexte, ma femme est brésilienne, donc je vais souvent au Brésil. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc de marché secondaire par rapport aux États-Unis, où en fait, ça va être des marchés locaux. Et en fait, on va retrouver des solutions euh, globales qui n'ont pas réussi là-bas, mais qui réussissent localement au Brésil. Mais du coup, ça devient des startups. Je suppose que ça doit être pareil au Bénin. Il doit y avoir des trucs locaux qui ont très bien marché. Maintenant, c'est pas simple non plus. Hein. Il faut réussir à créer quelque chose dans un marché local où une entreprise internationale n'a pas réussi à s'implanter. Donc, ça veut dire que c'est pas simple non plus. Donc voilà. Oui, effectivement, oui. Du coup, Ouais. moi, j'ai parcouru au fait l'essentiel. Je pense que tu as su bien résumer et tu as su bien répondre à toutes les questions que je t'ai posées. Donc, il y avait plus nécessaire, au fait, c'était plus nécessaire de revenir sur certaines questions parce que tu as Mm. su bien les englober. Donc, moi, j'ai fini. Là, il est 20h46 ici au Bénin. Donc, si vous avez des questions à poser à Loïc par rapport au sujet, donc vous pouvez lever la main et directement prendre la parole et exprimer vos besoins. Est-ce que vous avez des questions à poser à Loïc? Oui. Cristiano. Oui. Oui, tu peux prendre la parole. Oui, c'est Cristian Vaudou, non? Ouais. Ok, d'accord. Par rapport à l'IA, moi, le vibe coding, vous avez dit que c'était qu'on utilisait l'IA, qu'on travaillait avec, n'est-ce pas? Donc, moi, il y a un petit problème, en tout cas dans mon environnement. Est-ce que il est acceptable d'utiliser l'IA sans comprendre exactement les concepts, c'est-à-dire ce qu'on fait? Et donc, est-ce que c'est conseillé? Dans quel sens, Jacob, si, je n'ai pas saisi la question à 100%. Bon, en vrai, Oui, est-ce que tu peux juste, tu es développeur ou bien tu n'es pas développeur? Là, ça permettra à Loïc ouais, je suis de. développeur. Ok, tu es développeur et Ok. Ouais, tu utilises l'IA. étudiant. Ok, tu es développeur étudiant et tu utilises l'IA sans comprendre ce que tu fais. Du coup, Ah tu oui, demandes. exactement, parce que Ouais, j'ai vu beaucoup de personnes, même des professeurs, et beaucoup de personnes qui utilisent l'IA sans comprendre exactement, par exemple, le code qu'ils génèrent, dans quel but. Et donc, quand il y a des erreurs, même l'IA répond encore à ces erreurs-là. Ils ne sont pas capables de le faire. Donc, moi, ma Ouais. façon de travailler, c'est que je travaille avec l'IA, mais dès que je remarque un problème, mon petit, pour moi, c'est quelque chose. C'est important que j'essaie de comprendre vraiment le problème avant de passer à l'IA. Donc, Ouais. travailler dans un environnement pareil, voir les critiques, je les supporte aussi, quoi. Hmm. Ouais, bah, encore une fois, c'est une histoire de balance. Donc, pour moi, qui va venir faire un prototype de quelque chose, c'est pas nécessaire de tout comprendre. Parce que je sais que derrière, il y a une team qui va venir, en fait, venir créer quelque chose et refactorer ce que j'aurais créé. Maintenant, encore une fois, sur un tout petit projet, je pense que c'est pas trop problématique. Maintenant, en entreprise, ben, ici, si Jacob il vient créer quelque chose, ben, j'espère qu'en gros, il ne vienne pas tout faire avec le doigt mouillé en simplement parlant avec l'IA, mais qu'il y ait quand même un effort de sa part pour avoir une compréhension de ce que l'IA fait. Et je sais que c'est ce qu'il fait et qu'en gros, quand il voit que l'IA part dans une mauvaise direction, il comprend les concepts qui sont mis en place derrière et en fait, il vient essayer de rectifier le tir et parfois de la stopper parce que bon, l'IA, ça reste un peu une boîte noire par certains moments et on ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe et ça peut partir dans une direction comme ça peut partir dans l'autre. Donc voilà. Et en tant que développeur, je pense que il faut pas trop se reposer dessus, il faut pas tout faire avec. Il faut juste arriver à rester à bien balancer entre vitesse d'exécution et en même temps qualité du code, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, je pense. Et pour, au fait, rajouter à ce que Loïc a dit, je pense que on le comprend mieux quand on a une app en production.
on a une app en production, on a des erreurs parfois qu'on ne comprend pas forcément. Donc, il faut procéder par élimination. Donc, si tu n'as pas un certain bagage, du moins, si tu n'as pas forcément une idée de ce qui a été fait, tu pourras pas. Tu as un truc en prod, mais tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc, il faut à un moment donné procéder par élimination pour savoir il y a telle lenteur, tel problème, c'est dû à telle chose. Et comme ça, progressivement arriver à résoudre le problème. Ça, ce n'est pas l'IA qui va poser la question. Lui ne pourra pas savoir ce que tu vis en production, en fait. Lui il ne pourra pas comprendre cette réalité-là. Donc, Ouais. c'est toujours mieux, surtout quand on débute, surtout quand on est étudiant, de toujours prendre la peine, selon moi, de comprendre un peu les concepts. Là, comme ça, l'IA, tu peux l'utiliser pour aller beaucoup plus vite. Mais après, il faut toujours quand même compter sur ses capacités parce qu'il y aura certaines problématiques, certains problèmes. Quand tu seras face à ces problèmes-là, c'est ton expérience, c'est tes acquis, c'est tout ce que tu as vécu. Au fait, c'est ça qui te permettra de trouver la solution, quoi. Il y a des erreurs en prod, c'est pas facile. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a en tout cas rajouté par rapport à ça. Sinon, on va prendre la question de Jean Baron. Ok, maintenant, dans le domaine académique, il y a un problème. Par exemple, il y a un camarade, il a travaillé avec l'IA. Bon, moi aussi, hein, mais ensuite, le truc, c'est que l'IA génère des choses, des lignes. Donc, à un moment donné, on voit que, en fait, les lignes ont été générées au même moment, la même seconde, même temps. Donc, le prof, il lui a dit, eh bien, pourquoi est-ce que je vois que toutes ces lignes-là ont été générées au même moment? Donc là, il fallait qu'il s'explique, quoi. Donc, moi, je me pose la question. Est-ce que, en fait, comment est-ce qu'il faut gérer ça? Parce qu'en fait, en Afrique, est-ce que les gens, même dans le domaine académique, les professeurs, tout ça, est-ce qu'il faut qu'ils acceptent que, en fait, l'IA existe et que l'IA nous permet, même à nous, les étudiants, de faire des choses? Ouais, bah, Donc, pour moi, il n'y a pas le choix. C'est que le domaine académique va devoir s'adapter en soi. C'est la réalité. Je pense que je suis pas dans les écoles, mais j'imagine qu'une grosse partie des étudiants utilisent l'IA. Qui est-ce qui est dans le chat? Est-ce que c'était Horace? Ah non, c'était Jean Baron, je pense. Oui, Jean Baron, oui. Du coup, Jean Baron disait qu'il y a des camarades à lui qui utilisent de l'IA et qui ne se reposent que sur ça. Bah oui, à ce moment-là, c'est problématique, mais c'est problématique pour eux parce qu'ils vont rien apprendre. Et donc, encore une fois, si vous étudiez, c'est pour apprendre quelque chose. Et si au bout de vos études, vous avez tout passé, mais que c'est l'IA qui a tout fait, le jour où vous allez arriver en entreprise, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas au niveau. Donc, c'est juste en fait se tirer une balle dans le pied de pas faire l'effort de vraiment comprendre le code. Donc, ouais, l'académique, malheureusement pour moi, c'est toujours un peu à la traîne entre guillemets ça suit toujours en fait les évolutions du monde, donc il va falloir qu'ils s'adaptent. Et la réalité, c'est qu'ils vont pas pouvoir l'interdire et ils vont juste devoir changer peut-être leur méthode d'enseignement pour être sûr et certain que les gens qui suivent ces cours comprennent vraiment ce qu'ils font, quoi. Ouais, effectivement, Ezekiel amène un GDE, le nouveau GDE de Google. On lui avait posé la question, bon, c'est un ami à moi, il avait répondu ceci. Par rapport à ce genre de problème, en fait, si vous pouvez faire du code review, faites-le. C'est important parce que, surtout quand on est à l'école, on doit faire des exposés, des projets. Donc, à la fin, il faut quand même se défendre parce que c'est une filière technique. Certes, on ne veut pas voir le beau design, on ne veut pas voir waouh, ça fonctionne très bien, c'est joli. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut coder le faire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le code que tu as écrit. Donc, lui, il conseille, en fait, il suggère que même si tu vas code, au fait, à un moment donné, il faudrait faire de la code review pour comprendre un peu les grandes lignes du code, même si quand tu lis le code, tu dois pouvoir comprendre que cette fonction, c'est résoudre tel problème, cette fonction, c'est faire ceci. Même si tu ne comprends peut-être pas tous les concepts, mais tu sais au moins que, voilà, cette fonction, voici son rôle, voici son rôle. Et quand tu mets tel brique avec tel brique, ça donne tel résultat. Quand tu enlèves telle ligne de code, ça ne fonctionne plus, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait, la revue de code. Et c'est cette compétence-là qu'il faudrait développer aujourd'hui. Même si l'IA te génère du code, il faut aussi faire attention parce que le code que l'IA te génère, c'est des codes vieux de 2021-2022. Donc, par exemple, quand on prend du Tailwind CSS, ce n'est pas du Tailwind 4 qui est généré. Alors, après, il faut faire du refactoring,
pouvoir l'adapter avec ta une cap. Donc, parfois, c'est des fausses librairies carrément, ou bien des librairies qui n'existent peut-être pas. Donc, ça fait que le code, il est pourri en vrai, en quelque sorte. Donc, il Mm. faudrait quand même comprendre un peu les concepts et savoir aussi rediriger l'IA pour que le résultat final soit quand même acceptable. Donc, moi, c'est ce Ouais. que je peux te conseiller ensuite, après ce que Loïc aussi, après ce que Loïc a dit. Ouais, juste pour rebondir 2 secondes sur la qualité du code et le code qui est généré. Moi, ce que je fais toujours, donc si vous êtes amené à utiliser Cursor à un moment donné, vous allez en fait, il y a une option qui vous permet d'ajouter les librairies et les documentations, pas les librairies, pardon, les documentations des outils que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, j'étais en train de coder un truc sur Cloudflare là ce matin. J'utilisais les workers de Cloudflare. Et c'est vrai que pour être sûr qu'en gros, le code qui soit généré soit plus logique, j'ai utilisé cette option dans Cursor qui permet de venir importer la documentation de Cloudflare sur les workers. Comme ça, il est sûr qu'en gros, à chaque fois que vous allez discuter avec l'IA, lui a accès à la même connaissance que vous. Donc, il ne va pas venir inventer, je ne sais pas moi, des fonctions qui n'existent pas. Il ne va pas venir créer du code qui ne peut pas fonctionner dans un worker. Il va venir en fait respecter toutes ces règles-là. Donc, encore une fois, l'utilisation des LLM, c'est vraiment plus vous allez leur donner de contexte et plus ce contexte va être entre guillemets précis, plus vous êtes sûr que la qualité des réponses va être bien et correcte avec ce que vous voulez faire, quoi. Exactement. Je pense aussi que tu m'avais partagé, je pense il y a quelques semaines, un fichier de configuration où on pouvait préciser un certain nombre de règles. Voilà, des règles en fait. Ouais, ouais, Tu peux préciser, voilà, tu veux que le code soit suive au fait solide, les principes solides, dry et tout. Tu m'avais partagé un fichier comme ça. Donc, ouais, ça peut aussi permettre aussi à l'IA d'être orienté au fait bonne pratique ouais, ouais. pour que le code ne soit pas Ouais, vraiment pollué, quoi. ouais, il y a ça, hein. Vous pouvez simplement en fait lui dire en gros, je veux utiliser ces librairies-là. Donc, parce que voilà, par exemple, le problème de l'IA, c'est que comme Jacob dit, des fois, il va venir installer des librairies qui sont vieilles de 2 ans. C'est plus aux normes, c'est pas logique. Des fois, vous avez déjà une librairie dans votre projet, il va venir la changer, il va venir changer de version sans que vous demandez quoi que ce soit. Donc, ouais, en fait, il faut venir en fait installer toutes ces règles-là pour être sûr que l'IA respecte entre guillemets vos garde-fous, quoi. Exactement. Il y a Jean Baron qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il veut poser une nouvelle question ou est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une bonne soirée. Je vais rester toujours dans le contexte académique. Ma question serait de savoir, lorsque vous, par exemple, dans votre entreprise, vous recevez un étudiant qui utilise que de l'IA pour faire du travail, pour coder, même écrire du HTML simple et du CSS, il fait recours à l'IA. Comment vous pouvez l'aider dans son stage pour que cet étudiant quitte cette mentalité d'utiliser purement du l'IA à la mentalité plutôt d'apprendre d'abord à utiliser les bases de HTML, CSS et JavaScript avant de s'attaquer vraiment à l'IA. Ça, c'est ma première question. Ouais, je sais pas, il y a 2 choses là, que j'aimerais bien juste déballer par rapport à ce que tu as dit. Là, tu prends HTML, CSS, bon, c'est pas les langages les plus compliqués, entre guillemets, quoique des fois CSS ça peut être compliqué. Mais de toute manière, t'en viens à utiliser d'autres librairies par la suite. Mais bon, ça, à la limite, si c'est des trucs comme ça, pas super compliqués, je pense que oui, tu peux utiliser l'IA. Maintenant, je pense que ta question, c'est plus de manière générale sur tous les langages. Je pense pas que ce soit vraiment le rôle de l'entreprise qui te prenne en stage de faire ça. Pour moi, c'est plus, ça doit venir de toi, en fait, c'est de se dire, tu dois regarder, en fait, personnellement, là où tu veux en arriver dans ta vie, là où tu veux, si tu dis, bon, ben voilà, moi j'ai envie d'être développeur, j'ai envie de travailler pour tel type de boîte, je sais que en parlant avec des gens qui ont travaillé de développeurs dans ce type d'entreprise-là, je sais que c'est ce type-là de profil qu'ils recherchent. Donc voilà, là, je te conseille vraiment de venir continuer à parler avec des développeurs, de faire du réseautage, tu vois. Et par la suite, c'est une motivation personnelle, c'est-à-dire que si tu es étudiant
Le but, c'est vraiment d'apprendre les concepts plutôt que forcément le langage. Est-ce que quand tu connais un langage, tu le connais toujours à 100%? Non, tu vas te rendre compte qu'en fait, en regardant, je sais pas, un tutoriel de quelqu'un qui est très connu, en fait, il va faire des choses de manière complètement différente. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Peut-être que j'aurais pu l'utiliser autrement. Peut-être que j'aurais pu mieux intégrer ça dans tes types de projets et tout. Donc, le but, c'est pas de connaître le langage à fond par cœur, c'est vraiment de plus en fait avoir la réflexion et de se dire bon bah je suis capable de comprendre s'il y a un bug un jour et que l'IA n'est pas là pour m'aider, est-ce que je peux aller dans le code, est-ce que je peux répliquer ce bug, est-ce que je peux venir le corriger, si je dois faire une nouvelle fonction, bah, en fait avant d'accoder la fonction il faut que tu y réfléchisses, il faut que tu te dises quelle librairie on va utiliser, j'en sais rien. Est-ce qu'on va tout coder nous-mêmes? Est-ce qu'on va utiliser un SaaS qui fait déjà 90% du travail, mais qui coûte un peu plus cher à l'entreprise? En fait, c'est tout ça aussi qui est important quand tu codes, c'est d'arriver à réfléchir en amont à ce que tu vas faire. Et pour moi, se dire, d'accord, si tu utilises l'IA pour écrire un peu du langage, ça va, mais l'important, c'est que tu sois capable de venir vraiment en fait, comprendre les concepts par toi-même. Et ça, pour moi, il faut coder à la main, je pense. Une partie, en tout cas. Ouais, comme l'a dit au fait Loïc, pour donner au fait un truc, ouais, je ne dirais pas une explication, mais je dirais que l'entreprise, au fait, c'est un lieu au fait d'accompagnement. Quand ce qu'on attend d'un développeur en entreprise, comme l'a dit Loïc précédemment, c'est un peu d'autonomie. Donc, quand tu viens en entreprise, que ça soit en stage, que ça soit pour un boulot, on doit savoir au fait que tu es vraiment indépendant, qu'on peut compter sur toi pour des tâches. Donc, quand tu viens en entreprise, c'est que tu as déjà un bagage et le fait d'être dans cet environnement-là, ça peut favoriser au fait ton évolution. Moi, par exemple, je ne connaissais pas React parce que j'ai travaillé avec des personnes ou bien le projet sur React, j'ai pu au fait m'en sortir sur les différents projets. Mais cela a été possible que parce que j'avais la volonté de pouvoir m'adapter et de pouvoir changer. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, quand tu viens en entreprise, c'est que tu viens pour pouvoir apporter de la valeur, même quand tu es stagiaire, au fait. Parce que ce n'est pas le rôle de l'entreprise de te former, ça peut venir plus tard. Parce que l'entreprise peut décider, je veux que Jacob monte en compétence sur tel outil, parce que, voilà, nous pensons que ça peut servir pour tel projet. Ça, c'est spécifique. Mais de base, au fait, quand tu viens en entreprise, c'est pour être autonome, c'est pour pouvoir répondre à un besoin. Et surtout quand tu es étudiant, parce que c'est important d'avoir ce genre de mindset-là. Là, ça fait que ceux qui sont là, tes superviseurs, ils te remarquent. Ils savent que ce petit, bien, telle personne, il fait des efforts et tout, mais après, peut-être on peut te proposer un contrat. Moi, ça a été mon cas, par exemple, pour ma première boîte, quand j'ai fini les études. J'étais allé, genre, en mode carrément, je voulais un boulot parce que déjà à l'université, quand les autres faisaient un peu les trucs, moi, je faisais déjà Vue.js, je faisais déjà un peu du Laravel, je faisais déjà pas mal de choses déjà à l'université. Donc, j'estimais que je pouvais déjà travailler directement après l'université. Donc, du coup, quand je suis allé en stage, moi, je pensais que c'était un boulot, mais j'ai fait 3 mois, puis après, on m'a proposé un contrat, et puis j'ai commencé à travailler avec eux parce que j'apportais déjà quelque chose déjà à l'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce mindset qu'il faut avoir, en fait. Et quand tu es dans un environnement, effectivement, l'environnement peut avoir, en fait, de l'influence, ça peut favoriser ton évolution parce que tu es avec des développeurs expérimentés, tu es avec des personnes qui voient les choses autrement, il y a peut-être des exigences, au fait. Ça fait que tu t'affines, ça fait que tu deviens meilleur et tu t'améliores, au fait. Mais ne compte pas sur le fait que, en fait, il ne faut pas que ça soit, en fait, l'élément central, mais tu dois pouvoir comprendre que quand tu viens en entreprise, c'est pour apporter de la valeur. Tant que ce n'est pas ça, c'est même pour ça, en fait, tu es payé parce que tu apportes quelque chose, au fait. Donc, voilà, j'ai un peu trop parlé. Je ne sais pas si ça t'a permis de comprendre un peu ce que Loïc voulait dire et tout. Bon, voilà, c'est ce qui est normal, mais ce que moi je constate avec mes camarades, d'abord, les professeurs, lorsqu'ils donnent des exercices en spécialité, ils demandent d'aller chercher ça sur ChatGPT ou d'utiliser de l'IA. Waouh, Ce qui fait que on vous recommande carrément ça. Bon, peut-être que ça a changé. Moi, je ne vais plus à l'école, donc à l'époque, Ouais, c'était ce comme ça. qui fait que les gars n'ont aucune base, même en HTML, CSS, si tu leur dis de concevoir quelque chose, ils ne peuvent pas faire. Genre, c'est un truc que, lorsque on va voir ça mérite en fait. Puisque si c'est comme ça, la prochaine génération de développeurs, ça va donner quoi en fait? ouais, de manière générale, même pour tous les étudiants, en fait, c'est problématique parce qu'il y a deux chemins qui s'offrent à toi. Tu as le chemin de la facilité pour avoir ton diplôme,
Sauf qu'en fait, le diplôme, ben, c'est pas une assurance d'être employé et d'avoir un bon boulot. C'est même plutôt l'inverse. Moi, par exemple, j'ai fini mes études, hein, mais j'ai jamais été chercher mon diplôme. Il est toujours à l'école, j'ai jamais été le prendre. Pourtant, ça m'a pas empêché de réussir dans les trucs que j'ai entrepris. Donc, encore une fois, voilà, je pense que c'est triste en fait si ça se passe vraiment comme ça à l'école. Et je pense que voilà, c'est pas uniquement dans le développement. Je pense que ça doit être dans beaucoup de. Bon, j'espère que les médecins non, mais je pense que dans beaucoup de domaines, c'est effectivement comme ça aujourd'hui. Il y a une trop grosse. On, on élargit le débat, mais en fait, on se repose beaucoup trop sur l'IA. Et que bah voilà, si toi tu te rends compte de ça, c'est bien justement. Et que bah malheureusement, je te conseille de continuer à faire des efforts toi-même pour vraiment comprendre les concepts du développement sans avoir à te reposer sur l'IA. L'IA peut t'aider, mais il faut savoir faire sans quoi. Ouais, et petite précision parce que on est tous au Bénin ensemble, donc tu sais très bien que le marché béninois, il est compliqué. Donc, du coup, tu as intérêt à te former parce que les entretiens, tu vas devoir les passer au fait pour être développeur, pour travailler dans une entreprise. Donc, on n'utilise pas encore totalement l'IA à fond ici au Bénin. Donc, c'est pourtant l'occasion de, comme l'a dit Loïc, d'avoir en fait une vision. Ouais. Comment tu te vois en tant que développeur? Quelles sont les compétences que tu vas avoir plus tard après tes études? Est-ce que tu te vois front-end, back-end? Est-ce que tu travailles déjà sur ça? HTML, CSS, si c'est front-end, est-ce que tu connais déjà HTML? Est-ce que tu connais le CSS? Tu peux faire un site toi-même sans utiliser l'IA à la traditionnelle, quoi. Tu codes tout le site toi-même. C'est en fait ces petits efforts-là. C'est ça qui Mm. feront que demain, pour faire un bouton, tu n'auras pas de difficulté. Même, tu n'auras même pas de regret à demander à l'IA de le faire pour toi parce que tu l'as fait 1000 fois. Ouais. Tu l'as fait 1000 fois, en En fait. fait, Donc, Et ouais, Loïc. le problème, c'est que là, moi, je maîtrise déjà tout ce qui est React, Laravel et tout ce qui va avec, et les dépendances et tout. Je peux même passer de React à Next.js quand je veux, si un projet existe. Mais ce qui me fait mal, c'est de voir que des camarades avec qui j'aurais fréquenté ne puissent pas avoir le minimum de base, au moins en HTML et CSS, et avoir la licence. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça après? C'est déployable, en fait. ouais. Bah, ouais, mais à un moment donné, ça devient des choix personnels. C'est-à-dire que bah, si toi, tu fais l'effort pour de tout apprendre et eux ne le font pas, bah, à un moment donné, tout le monde est majeur et fait ses propres choix, tu vois. Donc, Exactement. c'est un piège, quoi. C'est un piège. C'est en fait, ils pensent. C'est des gens qui, des fois, malheureusement, ne pensent pas assez loin dans le futur et qui pensent gagner du temps comme ça. Et pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Donc, à part toi, les mettre en garde et les inviter la prochaine fois pour qu'ils viennent aux appels, bah, non, je ne sais pas ce qu'on peut faire vraiment de plus, quoi. Une IA, ah ouais, Aimé, tu disais, connais une IA qui fait du design, UI, UX. Bah, Figma en fait, mais pour moi, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ouais, En qu'est-ce fait, qu'il y a? la question, en fait, c'est que, comme beaucoup plus dans le dev, au fait, on parle de remplacement, en fait. Il se Ouais. dit que lorsqu'il n'y aura pas des outils, genre IA, bon, il se sent tellement visé au fait que les développeurs sont remplacés. Il faut quand même que les designers soient remplacés. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Mais il y en a. En fait, bah, il y a Figma déjà qui fait un peu design, mais honnêtement, c'est pas très bon. Moi, j'utilise V0. V0, je sais pas si vous connaissez. C'est fait par ceux qui ont créé Vercel. Next.js, par Vercel. Vercel, pardon. Bon, Ouais. des fois, c'est tellement lié Next.js et Vercel que je confonds. Bolt aussi peut faire, entre guillemets, Bolt et Lovable peuvent faire du design. Stitch, ah ouais, je pense qu'ils ont fait, c'est sorti récemment, ça aussi. Moi, en fait, je crois plus au design de produits en passant par des outils comme V0, Lovable, Bolt, etc., que par Figma. J'ai jamais eu des bons résultats avec Figma, donc voilà. Et bah, encore une fois, est-ce que vous allez vous faire remplacer? Moi, je dirais non, en tout cas, peut-être pas tout de suite. De manière générale, est-ce que l'IA pourra vraiment tout faire? Enfin, si elle remplace vraiment le développeur de A à Z, en fait, il y a beaucoup de métiers qui vont se faire remplacer, pas que vous, quoi. Mais a priori, j'ai l'impression que on va plutôt aller vers
une augmentation de la productivité que plutôt un remplacement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que maintenant, une plus petite équipe peut faire plus. Donc voilà, moi, je vous encourage à pouvoir utiliser l'IA, mais de manière intelligente pour aller plus vite sur vos projets. Parce qu'en fait, encore une fois, en entreprise, c'est important de pouvoir délivrer aux attentes des gens qui vous emploient, quoi. Wizard.io, ouais, j'avais testé ça. J'étais pas super impressionné. Ouais, c'est Ouais, vrai que, faudrait que je regarde. Je crois qu'ils ont fait une nouvelle version. Faudrait voir. c'est vrai que V0, moi, je pense que c'est grâce à toi, je l'ai découvert V0 par Ouais. rapport au design du chargement que tu avais codé là, Ouais. au Non, niveau des types requêtes. mais même des fois sur V0, ce que je vais faire, c'est que je vais prototyper une action, je sais pas moi, un pop-up, j'ai envie qu'il se fasse comme ça. Le designer, des fois, il comprend pas ce que je veux dire. Donc plutôt que d'essayer de le dessiner à la main ou quoi, bah, je vais prototyper sur V0. Je vais vraiment expliquer, en fait, bah, je sais pas moi, quand ma souris passe au-dessus de ce bouton-là, bah, j'ai envie qu'il y ait un tooltip qui apparaisse et qui ressemble à ça. Et bah, je vais prototyper ça. Et du coup, le designer, il va le voir fonctionner devant lui de ses propres yeux. Et du coup, il va pouvoir transcrire ça dans un design qui est vraiment super bien fait dans l'UX. Et puis, le développeur, lui, il va aussi comprendre parce qu'il aura aussi le prototype V0 que j'aurais pu faire, quoi. Ok, je vois. Bon, pour peut-être ceux qui se posent la question, c'est que, enfin, je prends le cas de Loïc. Et en fait, Loïc, il a genre, enfin, c'est une philosophie, au fait, pour lui. Pour ceux qui demandent si les développeurs sont remplacés ou pas, en fait, pour lui, c'est que le vibe coding, ça lui permet tout simplement de tester ses idées. Mais au niveau des designs, en fait, il essaie de. Peut-être que, comme il a dit, le designer ne peut pas forcément comprendre ce qu'il dit. Au lieu de le faire à la main, il le prototype lui-même. Et il fournit ce travail au designer qui comprend maintenant visuellement ce qu'il veut faire et le rendre beaucoup plus excellent, le redonner encore vie, le rendre beaucoup plus meilleur, en fait. Mm. C'est vraiment une très bonne philosophie. Bah, enfin, si tout le monde peut avoir la même philosophie que toi, ça serait intéressant. Mm. Donc voilà. Encore une question. Bon, c'est mieux. Ouais, je suis en train de la lire là. Au point qu'il te vient ici de reprendre, d'adapter le code, surtout de débugger, de changer la techno. Une startup qui grandit vite grâce au vibe coding, c'est logique complexe, peut clairement l'aider à atteindre les vrais cap, mais peut aussi devenir un frein dans l'agilité, c'est vrai. Est-ce que tu as une méthode claire dès le départ pour structurer le projet? Ben, ouais, dans le contexte plus large, comme la fondation Linux, migrer Rust, une techno moderne avec des enjeux. Ok. Est-ce que tu penses que Vibe Coding peut accompagner ce type de transition? Bon, je vais répondre à ta première question là. Est-ce que tu as une méthode claire pour structurer le projet? En fait, bah, ça va dépendre encore une fois de l'ampleur du projet sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous commencez un truc dès zéro, depuis le début? Bah, à ce moment-là, et que vous travaillez tout seul dessus, bah, à ce moment-là, je vous conseille juste de garder une ligne directrice. Et il y a plus ou moins il y a quelque chose à garder en place. Ça va être un fichier de règles, donc avoir des règles que l'IA doit tout le temps respecter. Donc ça peut être des concepts, ça peut être des librairies à utiliser, ça peut être une certaine manière de coder. Enfin bref, voilà, c'est des règles à respecter. De deux, c'est un avancement du projet. Donc en fait, vous pouvez créer une espèce de fichier. Ça peut être un fichier texte, ça peut être un fichier Markdown, peu importe. Mais en fait, dans un éditeur de texte, par exemple comme Cursor, vous pouvez aussi donner ce fichier-là au, au large language model et en fait il va venir mieux comprendre où il en est dans le projet parce que l'IA elle a en fait un contexte un peu minimum, non, un contexte maximum. Donc à partir d'un moment en fait ils oublient. Donc c'est pour ça que quand vous commencez à faire 3-4 prompts, ils commencent des fois un peu à tourner en rond, etc. Plus vous avancez, moins les résultats sont bons généralement. Donc en fait il faut toujours essayer de garder donc les règles, un état d'avancement du projet, donc vraiment demander même à l'IA ou vous le faites vous-même, de vraiment en fait séparer en plein de tâches, vraiment séparer en plein de tâches l'avancement de votre projet. Et alors pour moi, un truc qui est aussi important, deux choses qui sont importantes, c'est essayer de garder des fichiers pas trop longs, parce que c'est vrai que l'IA a du mal en fait avec les fichiers longs. Donc moi, j'essaie quand je vais venir faire un truc, je vais essayer de ne pas faire des fichiers de 1000 lignes, parce qu'en fait, l'IA, elle va plus comprendre à partir d'un moment, elle va pas savoir où chercher, ça va devenir trop compliqué, et puis en fait, le fichier va être tellement gros que vous allez vous retrouver à, je sais pas, à modifier une partie du code qui va en fait faire bugger un truc qui était au début du fichier. Donc, essayez de vraiment bien tout compartimenter. Et j'en avais un autre, mais j'ai oublié. Quand je le retrouverai, je vous le dirai. Et alors, pour la question sur le Linux,
moi, je suis pas expert du tout en Linux et en Rust. J'ai l'impression que Jacob pourrait mieux répondre à ça. Jacob, t'es là? Je parlais le micro éteint. En fait, Rust, c'est un langage au fait, en vogue actuellement qui permet de concevoir en fait, des solutions Blazing, en fait, des solutions assez performantes, assez rapides. Donc, Ouais. moi-même, je ne connais pas Rust, je ne l'utilise pas, mais il y a Judical dans le call. Judical, tu peux nous dire un mot par rapport à ça? Judical, si tu es là, tu peux répondre rapidement. C'est toi le Rust Master de la communauté. Alors, Judical, tu es là? Oui, alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Salut. Alors, je vous ai perdu pendant quelques secondes parce que j'étais en train de travailler sur un truc, mais tu peux me rappeler la question rapidement, Jacob? Essaie de lire le dernier paragraphe dans le chat. On parle au fait de l'IA par rapport à l'utilisation de l'IA et Rust au fait. Est-ce que tu as fait des expériences avec ça? Alors, personnellement, j'ai testé des trucs avec l'IA en mode, je dirais, vibe coding, parce que j'avais besoin de tester des concepts rapidement et ce qu'il m'a sorti n'était plutôt pas mal. Même si, par définition, Rust, c'est pour du low level, on s'attend en fait à faire très, très, très attention à ce qu'on écrit avec. Oui, Donc, effectivement, oui. même si c'est du vibe coding, lorsque on a un output, lorsque on a du code qui est généré, il faut prendre le temps de lire, mais il faut surtout prendre le temps de comprendre ce qui est écrit. Lorsqu'on ne fait pas attention et on veut prétendre envoyer ce genre de code en production ou dans des environnements où, voilà, on se doit de maîtriser ce qui tourne, c'est vraiment pas la joie lorsque ça casse là-bas. Pour le cas particulier de Rust, généralement, je n'envoie pas en production des trucs qui ont été vibe codés. Lorsque j'ai besoin de tester un concept pour savoir si c'est techniquement possible, si c'est techniquement faisable, je peux partir avec un éditeur IA, mais voilà, après avoir testé, après m'être assuré que ça fonctionne, que le concept marche, si maintenant j'ai besoin de faire un truc que je veux qu'il dure dans la durée, qu'il soit facilement maintenable, là, je pars plus vers des IDE traditionnels sans IA et je m'assure de coder cela en respectant les design patterns et en écrivant les tests et tout. L'un des trucs aussi que je fais particulièrement avec l'IA et Rust, c'est un peu comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est du code review. Je code mon appli ou ma solution sans IA et maintenant j'utilise un navigateur IA où je soumets le code de repository à une IA et je demande de me faire le code review. GitHub a récemment intégré cette fonctionnalité directement au niveau des pull requests, donc c'est pratique. Et surtout pour écrire les tests unitaires, généralement, nous autres développeurs, on n'aime pas écrire les tests, mais les IA pour les tests, c'est pratique. Donc, généralement, je demande à... Enfin, je mets le contexte, je demande au niveau du chat de mon éditeur IA, je demande de m'écrire des tests unitaires, des tests end-to-end agressifs. Ça me permet parfois de couvrir certains cas. Et voilà, pour le reste, on fait toujours attention, on fait une revue de ce qui a été généré avec l'IA. L'IA ne peut pas être fourni du code parfait à 100%. Donc, on essaie de corriger, on n'hésite vraiment pas à recourir à la documentation si besoin. Ok. Tout de même, au fait, Julie Kael, c'est vrai que tu as expliqué et tout, mais je pense quand même que c'est dommage parce que pourquoi en fait faire la migration, le switch entre un éditeur IA et un éditeur non IA? Je trouve au fait que tu te compliques un peu la tâche. Si déjà tu as webcodé la solution et qu'elle est correcte et que tu veux peut-être continuer, au fait, pourquoi ne pas continuer tout en utilisant l'IA pour aller plus vite que de prendre peut-être un VS Code classique et de vouloir tout refaire toi-même. Je trouve que peut-être que c'est un peu égoïste de ta part, en fait. Si tu connais déjà la solution, tu sais que tu as les capacités de la maintenir, mais vas-y, utilise l'IA pour aller à fond, en fait, que de, comment dire, que d'utiliser un éditeur classique. Je trouve quand même que il y a un petit, enfin, c'est un peu ambigu. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis et tout. Donc, à moins que je décide, au fait, d'apprendre, au fait. C'est-à-dire du learning, du pure learning, au fait.
et tout. Donc, c'est juste mon avis. C'est juste mon avis. Oui, Jacob, je te comprends. Et quelque part, je suis d'accord avec toi. Mais de mon côté, peut-être ce que je n'ai pas dit, il y a deux facteurs. Il y a comme tu l'as dit, il y a le facteur, il y a l'aspect learning. Donc, je ne peux pas être en fait en plein processus d'apprentissage et utiliser tout le temps l'IA. Rust, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, ça fait moins de 2 ans, une année, un peu plus d'une année. Donc, je suis toujours en train d'apprendre la technique, je suis toujours dans un parcours d'apprentissage et je ne peux pas me permettre d'aller tout le temps avec l'IA. Comme je l'ai dit, c'est pratique pour tester des trucs, mais voilà, lorsque j'ai besoin vraiment d'aller profond, de vraiment aller deep dans la technologie, je préfère le faire sans IA, ça me permet au passage d'apprendre. Et demain, je pourrais me permettre en fait le luxe de faire coder aisément parce que je sais que lorsque l'IA me génère tel code, je sais que ce n'est pas correct et je pourrais corriger sans avoir écrit plusieurs prompts et voilà, l'IA va halluciner, me sortir des trucs. Pour l'instant, je me permets vraiment de tester des trucs avec l'IA. Lorsque je vois que c'est possible, je n'hésite pas à reprendre sans IA pour apprendre. Et comme ça, demain, quand je vais générer des trucs avec IA, je pourrais facilement déceler ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le second aspect qu'on oublie, c'est que pour certains sujets, il y a des questions de propriété intellectuelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il y a des trucs sur lesquels je travaille et pour lesquels je dois m'assurer que mon code ne se retrouve pas, ou du moins ne va pas se retrouver en fait ailleurs ou lorsque quelqu'un va coder quelque chose, des extraits de code vont se retrouver et tout. Donc, je prends certaines précautions par rapport au sujet sur lesquels je travaille. Et voilà, si c'est un SaaS, c'est une idée, un truc qui existe déjà. Et voilà, je veux par exemple développer une petite app, que ce soit en TypeScript ou avec PHP. Je l'ai déjà fait, j'ai mis des trucs en production. J'avais besoin de petits outils rapidement pour automatiser certaines tâches ou générer des trucs dont j'avais besoin pour certaines de mes activités personnelles. J'ai vibe codé, je ne vais pas me prendre la tête avec, mais particulièrement pour ce que je fais avec Rust aujourd'hui, il y a des trucs, je ne peux pas me permettre en fait le luxe d'avoir du code qui se retrouve plus tard dans des modèles et qui se promènent sur Internet. Ok. Bon, je pense que c'est ta vision, c'est ta philosophie. Chacun a sa façon d'apprendre et tout. Et bon courage et bonne continuation à toi. S'il n'y a pas s'il y a pas de questions, je pense qu'on va s'en arrêter là. On va finir normalement dans 7 minutes. C'est vrai que j'avais un peu mis la pression sur Loïc. Il n'est pas vraiment disponible, donc il a quand même accepté de passer 1h30 avec nous. Donc, merci Loïc d'avoir pris le temps de nous écouter, de répondre à nos questions. Ouais, Donc, de rien, c'était un plaisir. J'espère surtout que c'est vous qui avez appris quelque chose, parce que voilà, moi je suis venu parler pendant 1h30 là. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions, bah, bon, je pense qu'on pourra refaire un truc peut-être plus tard, dans quelques semaines. Moi, ça me dérange pas. Le nom de la chaîne, ouais, attends, je vais t'envoyer, c'est Oseille TV. Je sais pas si vous avez jamais entendu parler. C'est pas ma chaîne exactement. C'est pas moi qui l'ai lancé. C'est mon ami qui l'a lancé et qui ensuite, je suis venu l'aider dessus. Donc, ça parle de vente en ligne, donc Amazon FBA, donc qui est un business model où on vend des produits sur Amazon partout dans le monde. Et ça parle d'expatriation. Voilà, globalement, c'est les deux sujets de la chaîne. Donc voilà, merci à tous. En tout cas, merci pour vos questions. Ok, merci Loïc. Pour finir, je veux peut-être te présenter un peu la communauté. Peut-être que tu ne nous connais pas. Comme je le disais en introduction, ici c'est Python Bénin, donc on ne fait pas que du Python, c'est juste une communauté comme ça de développeurs, de personnes quand même passionnées de la tech. On essaie de discuter ensemble. Donc dans la communauté, nous avons des événements que nous organisons. Donc cet événement-là, en quelque sorte, c'est le Discutons en Dev. Donc c'est un truc que moi-même j'ai mis en place. Donc, quand déjà j'étais étudiant, et il y a Judicaël avec qui j'ai fréquenté, donc je suis là. Donc, on faisait des petits meets parce on était à l'université, on devait quitter l'université, enfin, on finissait l'université, donc on n'était pas vraiment familier avec des concepts d'entreprise, on ne savait pas vraiment ce qui se vivait en entreprise et tout.
Donc, du coup, on organisait ces genres de meet-up et les gens venaient partager leur expérience. Donc, c'est pourquoi on a nommé ça Discutons en depth. Donc, ça a pris, donc, ça fait il y a 4 ans maintenant que je fais ce truc. C'est pas un métier, mais je suis là. Et ça prend du temps. Ouais, non, mais Ouais, c'est super. Il y a eu beaucoup plus de gens que ce que je pensais. C'est ouais. super. Bon, d'habitude, bon, peut-être c'est mercredi parce que il y a aussi un autre meet-up parce que dans la communauté, il y a quand même d'autres événements aussi. La moyenne, c'est la vingtaine, mais lorsque ça explose, il y a peut-être des invités, des trucs comme ça. On peut aller à 50, 70. Ah, wow, ok. Chouette. 50, 70. Surtout en début d'année. Tout dépend aussi de l'affiche aussi. Donc, peut-être parce qu'on ne te connaît pas, donc les gens sont aussi un peu réticents. Et c'est aussi un sujet que beaucoup de gens ont déjà abordé. Donc, les gens se disaient que ce n'était pas forcément la peine d'écouter et tout. Donc voilà. Mais quand même, moi, j'ai été heureux de t'écouter. J'ai appris beaucoup de choses et je pense aussi que les amis aussi ont appris beaucoup de choses. Donc, s'il y a d'autres sujets, je vais te revenir et on va gérer ça, comme Ouais, d'habitude. ouais. Super, super. Bon, bah ça va. Ben, merci en tout cas. Merci à tous et bonne soirée du coup. Merci, Loïc. Oui, pareil. Ciao, ciao. Salut, c'est Jacob. Ouais. Communauté WhatsApp. Oui, on a un groupe WhatsApp. Un instant, je t'envoie le lien de la communauté. Pardon. Moi, je suis venu à la fin. Problème connexion Internet. Donc, j'ai raté quelque chose d'essentiel, non? Ouais. Bon, ce qui est sûr, le meet-up, il est enregistré. J'ai oublié de dire ça, Loïc. Je vais lui dire ça après. Le meet-up est enregistré, donc je pense que tu auras la rédivision. Voilà, c'est le lien de la